Bonjour, vous êtes dans la première édition du The Right Advice podcast créé par le cabinet d'affaires Adeka Advisory. Nous recevons pour la première fois Monsieur Yves Ilunga, qui est directeur général de Mutanda Mining de l'entreprise suisse Glencore. Merci Monsieur Ilunga d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Monsieur Katalai. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous en rapport avec votre parcours qui est somme toute extraordinaire et qui est très concentré sur le continent africain. Vous avez travaillé pour des entreprises de classe mondiale et vous travaillez encore pour une entreprise de classe mondiale actuellement. Mais c'est vrai que ce qui m'a intrigué, c'est que la plupart, si pas toutes les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé avant cela, sont africaines. Oui. Votre parcours académique avec votre MBA à l'université de Cape Town, qui est l'une des universités les plus importantes du monde, en tout cas en termes de commerce, est aussi basé sur le continent africain. Effectivement. En grandissant, on nous a souvent dit qu'il fallait aller en Europe et aux États-Unis ou en Amérique du Nord, et à juste titre, parce qu'il y a des écoles extraordinaires là-bas, et moi j'ai pu en bénéficier aussi de mon côté, mais c'est vrai qu'on a très rarement vu des gens qui avaient une carrière en Afrique et qui pouvaient être une source d'inspiration pour nous autres. Donc j'aimerais que vous puissiez développer. C'est gentil. Oui. D'abord, effectivement, j'ai eu à travailler principalement pour des entreprises africaines, certes qui faisaient partie de groupes internationaux, et mon parcours est principalement africain. Je suis né à Kinshasa, il y a 43 ans de cela. J'ai passé les 11 premières années de ma vie en RDC, et à un moment donné, j'ai eu un petit parcours en Europe, je dirais ça comme ça, après avoir quitté le pays. Puis mes parents ont eu cette idée formidable pour laquelle je leur remercie toujours de m'envoyer en Afrique du Sud. Okay. Dans un environnement totalement anglophone, dans une langue étrangère, où dès l'âge de 13 ans, j'ai dû m'adapter très rapidement. En fait. Donc, après mon arrivée en Afrique du Sud, je suis allé à l'internat à Pretoria. Et de là, après avoir terminé mes études secondaires, j'ai été accepté à l'université de Cape Town, à l'école de finance. Ce qu'on appelait à l'époque l'école de comptabilité, parce que la comptabilité, dans le contexte sud-africain, anglophone, regroupait en fait les finances. Donc les 4 grosses branches de la finance qui sont la comptabilité financière, l'analytique, la fiscalité et le contrôle, donc l'audit. Et pourquoi la comptabilité ? Peut-être faudrait vous donner un petit background sur l'histoire familiale. Moi, je suis un petit-fils Gécamine. D'accord. Mon grand-père a travaillé dans les mines souterraines de l'Ikassi. C'est là que mon père est né. Et donc, la famille a été un peu formatée à suivre les sciences et notamment tout ce qui est ingénierie, donc de faire des études de polytechnique. Bien que mon grand-père ne savait ni lire ni écrire, tous les oncles étaient techniciens à la Gécamine ou médecins. Les finances n'étaient pas considérées en famille comme étant un cursus pour hommes. C'était, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de notre pays, tout ce qui était comptabilité administrative était généralement réservé aux femmes, sans vouloir manquer de respect aux hommes qui auraient suivi ce parcours ou ce cursus. Et donc, mon père était polytechnicien, ingénieur civil, qui avait fait une carrière militaire. Mon grand frère avait déjà fait son choix. Il est ingénieur électronicien. Et naturellement, pour un père polytechnicien, il était question que je puisse devenir ingénieur mécanicien. Donc, on m'a expliqué ça très jeune. Et un bon jour, j'ai dit à mon père que je ne voulais pas devenir ingénieur, que ça ne me disait absolument rien du tout.
Il n'a pas été très content. Bizarrement, il a très bien pris. C'était quelqu'un qui aimait bien débattre. Okay. Dans sa logique à lui, voilà, c'était bien sûr être polytechnicien était la meilleure des professions que l'on puisse choisir. Et je lui ai dit que je voulais aller dans le monde des affaires. Je voulais aller dans la gestion. Il s'est renseigné à gauche et à droite et à un moment donné, je dirais qu'il a cédé. Il a eu à parler à certains de ses amis qui étaient dans la profession, en Afrique du Sud aussi. Et ceux-là lui ont recommandé en fait que je puisse faire des études de comptabilité. La logique en fait pour mon père était très simple. Enfin, ce qui lui a fait accepter cela était que ses amis lui avaient expliqué que quand il y a des crises économiques, ce sont les comptables qui se retrouvent parce que c'est en ce moment-là que les gens doivent mettre leur compte en ordre. Et donc voilà, j'ai eu la bénédiction de mon père pour suivre des études de finance. Et j'ai appliqué à l'université d'Afrique du Sud de Pretoria d'abord. Et comme j'ai dit, à l'école de comptabilité à l'époque, mon premier choix c'était la comptabilité financière, mon deuxième choix était l'audit interne. D'accord. J'ai été accepté pour mon premier choix. J'ai commencé mes études universitaires à l'âge de 17 ans à l'université de Pretoria en janvier 1997, 97. 3 ans plus tard, j'ai postulé pour une bourse d'études pour ma dernière année à travers le groupe Anglo-American. C'est la seule bourse pour laquelle j'avais postulé. Parce qu'à l'époque, l'entreprise anglo-américaine, pour ceux qui ne le savent pas, était considérée comme l'un des piliers de l'économie sud-africaine. Tout le monde voulait travailler chez Anglo. Et le jeune homme de 19 ans que j'étais a décidé de postuler pour cette bourse. J'ai envoyé un fax un après-midi à partir de la maison familiale à Pretoria. C'est fantastique. Et quelques jours plus tard, on m'a répondu en me disant que j'avais une interview. Le processus était assez clair. Il y avait 2 interviews. Une interview préliminaire à Pretoria, une seconde au quartier général à 55 Marshall, qui est un bâtiment historique dans le contexte sud-africain, parce que c'est le QG de la Anglo, la grande Anglo-Américaine. C'est là que j'ai eu ma deuxième interview. Et puis après, j'ai reçu un telex à travers la poste. C'était telex à l'époque. Un telex, effectivement. Un telex. Je ne sais pas si ceux qui sont nés pendant les années 90 savent à quoi ça ressemble. Mais enfin bref, c'était un document imprimé avec une imprimante dot matrix que l'on envoyait par la poste. Okay. Et quand vous receviez cela, il y avait un message très court et le message disait « Vous avez été accepté au programme d'Anglo-American comme boursier ». Et donc, ma dernière année a été complètement financée par le groupe Anglo. Et en même temps, j'ai été accepté comme ce qu'on appelle tuteur, donc assistant à l'école de comptabilité. J'étais l'un des plus jeunes parce que j'étais pas en licence. Généralement, pour être accepté comme assistant, il fallait être en honors, comme on appelle chez nous. Moi, j'étais en bachelor et en dernière année, j'ai eu à donner le cours de comptabilité, à assister au cours de comptabilité pour les étudiants de première année. Donc, voilà. Très intéressant. Après, je suis un petit peu familier avec ce système de bourse. Oui. Parce que j'ai eu l'occasion d'en recevoir une aussi à travers mon bachelor's degree que j'ai fait aux États-Unis, mais c'était une bourse de soccer. Oui. Parce qu'à la base, moi, c'était le foot. Oui. Et il est clair que j'ai passé 3 ans en Angleterre où j'ai fait mes A-levels. Oui. Et que mon objectif aussi, c'était d'obtenir un contrat professionnel, que ce soit en Première Ligue ou en Championship. Mais ça ne s'est pas fait. Et quand j'ai senti que ça allait pas se faire, je me suis dit que ça serait intéressant de voir au niveau des États-Unis. Et je pouvais continuer mes études tout en obtenant une bourse de student athlete. Exact. Et j'avais un ami qui était en train de regarder les bourses au niveau de Miami. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me dit, non, moi je suis en train de regarder pour pouvoir aller jouer au foot aux États-Unis et tout en faisant mes études. Et c'est là où ça m'a donné l'idée de faire la même chose. Formidable. Et j'ai financé une bonne partie de mes études grâce à ça. Oui. En tout cas, au niveau undergrad, comme ils appellent ça. Oui. Oui. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire quand vous recevez cette lettre selon laquelle vous pouvez financer vos études avec une bourse. Effectivement. Et surtout, lorsqu'il s'agit d'une bourse académique dans le monde anglophone,
c'est pratiquement une garantie d'emploi après. C'est très valorisé. Ouais, absolument. C'est comme je l'ai dit, c'est un processus assez clair, assez objectif, et donc ça rassure déjà de nombreux employeurs sur vos compétences. Okay. Et encore une fois, la chance que j'ai eue, c'est que mon employeur était quand même l'un des plus gros employeurs de la République sud-africaine à l'époque. Bien sûr. Et voilà, l'objectif était qu'une fois que je terminerai mon bachelor, j'aurai un emploi garanti, chose qui a été faite. Et donc, le 27 novembre 2000, j'ai passé le vendredi 27 novembre, je pense que c'était un vendredi, ouais, le 27 novembre 2000, j'ai passé mon dernier examen de bachelor, qui était un examen d'audit. Et le lundi 30 novembre, j'ai commencé à la mine de Cullinan comme assistant comptable. D'accord. Et c'était une mine il y avait quelle minerai? De diamants. D'accord. En fait, j'ai été déployé dans la division diamants du groupe anglo-américain qui s'appelait la De Beers, okay. qui est qui était une entreprise familiale à l'époque, plus ou moins, parce que la grande majorité, je ne dirais pas la grande majorité, il y avait deux actionnaires principaux à l'époque. Il y avait le groupe anglo-américain et la famille Oppenheimer, qui sont les fondateurs non seulement du groupe anglo-américain, une entreprise qui a été fondée par leur arrière-grand-père Sir Ernest Oppenheimer à la fin du 19e siècle, et la De Beers, naturellement, qui est devenue la division diamant du groupe anglo-américain, qui exploitait plusieurs ressources minérales. Et voilà, donc à la De Beers, je commence le 30 novembre 2000, à l'âge de 21 ans, comme assistant comptable. Quelques mois plus tard, je suis déployé au supply chain, donc à la gestion de tout ce qui était supply chain, niveau finance. Je commence le 6 mars 2001, donc à 22 ans, je suis déployé vers le supply chain et j'y ai passé plus ou moins 2 ans dans la comptabilité financière. Vous deviez être un des plus jeunes, si pas le plus jeune à l'époque. J'étais l'un des plus jeunes, effectivement. J'étais l'un des plus jeunes. Je pense qu'il y avait 2 autres boursiers qui avaient le même âge. D'accord. Je suis même resté ami avec l'un d'entre eux qui est l'un des seniors ingénieurs d'une grande entreprise minière sud-africaine. Aujourd'hui, on est toujours en contact. En fait, nous étions les plus jeunes. Et lui avait la bourse des ingénieurs, moi j'avais la bourse des financiers. L'histoire a voulu que 10 ans plus tard, on puisse travailler ensemble dans le même projet aurifère au Mali. Lui comme directeur de l'ingénierie et moi comme directeur financier. C'était le projet Houndé, hein, c'est ça? Non, ça c'était le projet Sadiola, qui était le premier projet aurifère du groupe anglo-américain en dehors de l'Afrique du Sud. D'accord. Et nous avions travaillé pour le compte d'Anglo Gold Ashanti à l'époque, qui était la division or du groupe anglo-américain et puis qui a fait partie du spin-off après que le groupe Paulson ou le fonds d'investissement Paulson ait récupéré la grande majorité des actions. Donc le groupe anglo-américain a vendu Anglo Gold Ashanti et le groupe Paulson est devenu l'actionnaire principal. Okay. Alors, ouais, donc... Et pourquoi le Mali? Et pourquoi vous êtes pas dit j'ai déjà une expérience importante en Afrique, je vais essayer de tenter l'Amérique du Nord ou peut-être le Moyen-Orient ou l'Europe? Oui, je pense que c'est le résultat des forces de la vie. Je me suis retrouvé dans le groupe de Beers et ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est que l'organisation, la De Beers, m'a demandé d'incorporer le programme de formation d'experts comptables en entreprise, qu'on appelait le TOWP, donc Training Outside Public Practice. Okay. Pour ceux qui sont familiers avec le jargon financier comptable, généralement, les auditeurs ou les experts comptables sont formés en cabinet et l'Institut d'experts comptables sud-africains à l'époque et l'Institut d'experts comptables canadien avaient développé un programme parallèle qui s'appelait le programme TOP. Contrairement au programme TIP, TIP c'est Training Inside Public Practice, TOP c'est Training Outside Public Practice. Et donc, Outside Public Practice veut dire formation en entreprise. Et donc, pendant 3 ans, on devait suivre un cursus d'expert comptable. Et donc, moi, vu que j'avais un bachelor en finance, je devais, pendant que je travaillais, je faisais mon stage, compléter une licence, un honors d'expert comptable. Okay. Okay.
et ensuite faire un master en finance, suivre une formation de 3 ans et ensuite terminer comme comptable agréé ou expert comptable. Donc j'ai suivi ce cursus et à la fin de ce cursus, donc 4 ans après avoir rejoint la De Beers, j'ai reçu l'opportunité de revenir sur ma terre natale, la RDC. Ça avait toujours été un objectif ou non, jamais. Non, jamais. Voilà, c'était en 2005. La dernière fois que j'étais au Congo, c'était en 95, donc 10 ans après. Okay. J'étais jeune, j'avais 26 ans. Toujours aussi. 40 ans, c'est pas très vieux non plus. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, la De Beers avait comme ambition de développer des mines en RDC et sortir du trading pur. Okay. Et il fallait mettre en place un bureau entre une représentation pour soutenir les activités d'exploration. Une petite parenthèse par rapport aux De Beers, parce que tout le monde dans le monde entier sait que De Beers, c'est les diamants. Oui. Et on sait qu'à Kimberley, il y a énormément de diamants en Afrique du Sud. Effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de Mbujima et du Kasaï? Parce qu'on dit qu'il y a le plus... Enfin, moi, quand je grandissais, on disait qu'il y avait le plus gros volume de diamants au monde dans cette région-là. Ouais. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'est encore le cas? Quel est le futur de cette... d'abord, je sais que De Beers, à un moment donné, était intéressé par cette zone. De Beers était intéressé. D'abord, De Beers est au Congo depuis les années 60, était au Congo depuis les années 60, 70, mais principalement dans l'achat et la vente de diamants. De Beers ne produisait pas. Et en fait, l'ambition, lorsque j'ai rejoint l'équipe de la De Beers RDC à l'époque, était de développer nos mines comme on l'a fait au Botswana, en Afrique du Sud et au Canada. Lorsqu'on parle du diamant, il faut comprendre que c'est extrêmement complexe. Le diamant est un minerai extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que la valorisation du diamant n'est pas nécessairement basée sur le volume seulement, ou la quantité. L'évaluation ou la valorisation est basée sur le marché, ce qu'on appelle le dollar par carat. D'accord. Donc, qui est basé sur la demande d'un type de diamant particulier, les teneurs naturellement et le coût d'exploitation. Bon, les teneurs et les coûts d'exploitation, ça c'est quelque chose qui est familier à tous les miniers, sauf que la particularité du diamant, c'est qu'il y a cet aspect dollar par carat, et donc demande spécifique de certains diamants qui augmente la valeur de ces diamants-là. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Botswana ou le Canada sont dans la position qu'elles sont par rapport aux diamants? C'est parce que les diamants canadiens, les diamants botswanais sont généralement préférés dans le marché. Il y a plusieurs facteurs, encore une fois. Dans le diamant, il y a ce qu'on appelle les 3C, couleur, clarté, voilà, donc, etc. Et c'est tout ça qui crée en fait une certaine demande pour un certain type de diamant. D'accord. En tout cas, en ce qui concerne le diamant de joaillerie. Et à Mbujima, certes, il y a du diamant de joaillerie, sauf que les volumes ne sont pas aussi importants qu'au Botswana. En tout cas, les volumes confirmés, les réserves confirmées, etc. Est-ce qu'il y a des possibilités d'exploration encore dans cette zone? Je ne suis pas expert en exploration, mais je suppose que oui. Mais l'exploration nécessite un investissement assez important. Il faut penser à l'amélioration du climat des affaires. Il faut penser à comment attirer des investisseurs sérieux pour mettre des millions et des millions, je dirais même des dizaines de millions de dollars dans l'exploration. Donc, et surtout, il faut de la patience, parce que l'exploration, ça prend énormément de temps. Entre le moment où on décide de commencer à explorer une zone et l'exploitation, en moyenne, il y a 7 ans qui passent. Bon, maintenant, avec les nouvelles technologies, on a réduit à plus ou moins 4-5 ans, avec les chaînes d'approvisionnement qui deviennent de plus en plus courtes parce que la logistique suit. Les constructions des mines sont plus courtes qu'initialement. Et maintenant, on peut même aller en phase et donc être en mesure de générer des sous très rapidement. On peut construire une mine sur 18 mois. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, il faut de la patience, il faut donner un minimum de confort à ceux qui sont prêts à risquer leur capital, parce que là, on parle réellement d'un vrai risque au capital. On met de l'argent sans savoir qu'est-ce qu'on gagnera. Il n'y a pas des garanties derrière, ou un minimum de garanties? Est-ce qu'il y a possibilité de réduire le risque d'investissement? Le risque sur le plan géologique, il est toujours là. Partout où on opère. Donc ça, il faut tenir compte de cela.
pour améliorer les conditions de climat des affaires, je ne vais pas vous faire tout un cours. Hein. Les règles sont très claires. C'est plus de fiscalité juste, plus de flexibilité en matière de gestion générale, etc. Donc il y a plusieurs facteurs en fait qui entrent en jeu. D'accord. Alors, oui, on parlait du diamant de la RDC. Je pense qu'il y a un potentiel. Maintenant, comme je le dis toujours, c'est le marché qui détermine la valeur des minerais. Et je pense qu'en tant que pays minier, il est important que nous le comprenions. Tant que nous vivons dans le monde dans lequel on vit, et ce n'est pas un facteur qui ne s'applique qu'à la RDC, ça s'applique à tout le monde. Tant qu'il n'y a pas une demande pour le diamant naturel qui justifierait un investissement en RDC, on ne mettra pas d'argent dans le diamant. Et, par contre, la demande pour le cuivre oui. Et le cobalt au niveau mondial, elle est certaine, et elle est avérée, et elle va quadrupler sur les 10, 20, 30 prochaines années. Bon, écoutez, je pense que, encore une fois, dire que cette demande est avérée est assujettie aux conditions dans lesquelles nous vivons. En fait, il faut comprendre que la demande pour un produit dépend de la manière dont nous vivons. Aujourd'hui, je pense que nous avons fait un choix en tant qu'humanité d'aller vers des économies renouvelables, d'aller vers des énergies vertes. Et il y a aussi le fait que nous avons une population urbaine qui s'accroît de manière extraordinaire d'année en année, ce qui fait que sur base de nos connaissances scientifiques, nous aurons besoin du cuivre pour soutenir cette transition énergétique, pour soutenir cette démographie urbaine qui ne fait que croître, comme je l'ai dit, donc accroître plutôt. Et là, on aura besoin du cuivre parce qu'on se dit que c'est ça qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça qu'on sait. On sait que le cuivre va soutenir cela. Tout à fait. Et donc, sur base des prévisions que nous allons faire aujourd'hui, on peut se dire qu'on aura besoin du cuivre dans l'avenir, notamment plus ou moins 600 000 tonnes par an pendant les 15, 20, 25 prochaines années pour soutenir cette manière de vivre que nous avons choisie. Mais s'il s'avère que pendant les 10 prochaines ou 15 prochaines années, il y ait un remplaçant au cuivre, tout va changer. N'oublions pas pendant les années 70, la découverte de la fibre optique a fait chuter les cours du cuivre. Donc, tout dépend de comment on vit, tout dépend de nos connaissances scientifiques sur les différents produits qui peuvent, nous garantir cette qualité de vie que nous avons choisie. Donc, aujourd'hui, c'est le cuivre. Si c'est le sable du Botswana demain, ce sera le sable du Botswana. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Après, moi, c'est vrai que je suis très familier avec le système américain et je regarde toujours vers là parce que au niveau technologique, c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas à bien des égards. Et quand on regarde sur la côte ouest des États-Unis et particulièrement la Californie, on voit ces entreprises de la Silicon Valley qui ont un besoin en cobalt qui dépasse l'entendement. Encore une fois, Arthur, voilà, et ça, c'est actuellement et à l'avenir, en tout cas, selon les différents rapports qui nous reviennent. Oui. Comment est-ce que le Congo doit se positionner en rapport avec ça? On sait qu'il y a un manque sur les marchés internationaux. On sait que sur les marchés internationaux, il y a beaucoup plus de liquidités que le marché ne peut en absorber. Oui. Donc, il y a des possibilités de capter ces capitaux. Effectivement. Pour des nouveaux projets. Absolument. Et pour plus de production future. Oui, mais la première des choses, c'est, encore une fois, revenir sur les demandes du marché. Aujourd'hui, certes, il y a une forte demande pour le cobalt, moins que par rapport aux unités énergétiques
là, il faut quand même que nous puissions nous rendre compte du fait que la demande par unité énergétique de cobalt, unité énergétique renouvelable, est moins forte qu'il y a 5-6 ans. Et donc, pourquoi cela ? Parce que il y a eu un mouvement pour trouver une alternative au cobalt. Il ne faut pas se mentir, c'est la réalité. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mouvement ? Il y a eu ce mouvement parce que, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelait le risque Congo. Le risque Congo, qu'il soit perçu ou réel, il est là, dans la tête de nombreuses personnes. Est-ce qu'il notamment... est réel ou est-ce qu'il est supposé ? Est-ce qu'il y a une balance entre les deux ? C'est extrêmement subjectif plutôt, extrêmement subjectif. Vous savez, le risque est basé d'abord sur la perception. Okay. Et donc, quand vous parlez du risque Congo, il faut se mettre dans la tête des personnes qui parlent de ce risque-là. Et ces personnes, qu'on le veuille ou pas, sont ceux qui décident sur le nombre d'unités de cobalt qu'on devrait mettre sur une unité d'énergie, etc. Donc, s'ils se disent que il est très difficile de faire des affaires au Congo, que nous avons une fiscalité extrêmement agressive, s'ils se disent que il est très difficile de rapatrier ces dividendes lorsqu'on investit au Congo, et donc ils se diront, les entreprises minières qui iront investir dans ce pays-là seront butées à des difficultés énormes et donc ne seront peut-être pas en mesure de nous assurer notre cobalt, parce que c'est principalement les producteurs qui font ces analyses-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils se disent, on va trouver une alternative. Donc aujourd'hui, je dirais que notre mission première doit être de garantir que nous sommes un territoire d'investissement. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Notre priorité doit être de donner l'image d'un pays où l'investissement est sécurisé, respecté, et un pays qui respecte ses engagements sur le plan juridique. Donc, si nous faisons cela, le monde aura confiance en nous, parce que nous avons quand même à peu près 60% des réserves connues de cobalt, et donc le monde misera sur le cobalt. C'est aussi simple que ça, tant qu'il n'y aura pas une alternative technologique. Donc c'est ça la mission. Qui peut prendre du temps à être développée. Vous savez, comme je vous l'ai dit, avec les mines, c'était 7 ans de moyenne. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Aujourd'hui, des alternatives changent. Et puis, ce qui se passe concrètement sur le terrain aujourd'hui, c'est que même au niveau des batteries électriques, les unités de cobalt sont réduites. Donc, on réduit le pourcentage de cobalt nécessaire à fabriquer les batteries électriques. Donc, ça devrait nous interpeller en tant que Congolais. Évidemment. Et on devrait comprendre pourquoi est-ce que le monde se comporte comme ça. C'est pas totalement la faute des Congolais. Et c'est pour ça que j'aimerais quand même répéter ici que le risque, il est perçu d'abord. C'est l'image que vous donnez, etc. Donc, il y a cela. Et puis, il y a le fait que, les ressources minières ne sont pas définitives, enfin, éternelles plutôt. Et que les gens se disent d'où viendra les prochaines unités de cobalt. Mais alors, comment se fait-il que des pays comme la France, le Royaume-Uni peuvent faire des projections, que sur 2040, ils n'ont que des voitures électriques qui sont en circulation ? Ça revient au premier choix, au premier point. La Californie, c'est pareil. Les projections, c'est sur 5 ans. Mais absolument. Mais qu'est-ce qu'on veut dire concrètement lorsqu'on dit qu'on va fabriquer on ne va rouler qu'avec des véhicules électriques, etc. C'est le premier point. C'est la qualité de vie que nous choisissons. C'est ce que j'ai dit. C'est la qualité de vie que nous choisissons. Donc, qu'on décide de s'urbaniser, par exemple, qu'on décide d'aller vers des énergies renouvelables, c'est parce qu'on ne veut plus respirer de l'air pollué. C'est parce qu'on veut arrêter le réchauffement climatique, etc. Tout en sachant que l'Afrique est le continent le moins pollueur avec moins de 2% d'émissions. Oui, totalement. C'est assez logique. On représente 2% du PIB international. Ce n'est que normal qu'on représente 2% des pollutions. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que certes, il y a une ambition par rapport à la transition énergétique.
Ce que je vous ai expliqué, c'est que cette ambition ne sera pas forcément soutenue par le cobalt. Cette transition peut être soutenue par d'autres minerais. Au fait, la clé, c'est quoi? C'est comment produire de l'énergie propre. Et si c'est le cobalt aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça peut être le sable du Botswana demain. Donc, comprendre ce qui se passe au niveau du marché est important pour nous. Lorsque ces pays que vous avez mentionnés font des prévisions sur 30, 40, 50 ans, c'est sur base d'une ambition par rapport à la qualité de vie qu'ils voudraient avoir. Ça n'a rien à voir avec les réserves de cobalt de la RDC. Les réserves de cobalt sont un moyen de soutenir cela à moyen et long terme, peut-être, mais en même temps, n'oublions pas qu'il y a de la recherche qui se passe à côté pour soutenir, pour trouver une alternative. Pas seulement de l'alternative au cobalt, mais d'autres moyens de soutenir cette transition énergétique. Moi, en tant que Congolais, je suis confiant que le cobalt a son rôle à jouer. Okay, il faut le dire. En tout cas, pendant les prochaines décennies. Certes, c'est un minerai rare, c'est un minerai qui a énormément de valeur en matière énergétique, etc. Et en même temps, je pense qu'il est à nous aussi, en tant que Congolais, de démontrer au monde que nous sommes des partenaires sérieux par rapport à cette transition écologique. Il est vrai qu'on regarde souvent vers l'Occident, et particulièrement l'Amérique du Nord, pour des financements dans le secteur minier. Mais on s'aperçoit qu'il y a des pays, particulièrement au Moyen-Orient, tels que le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui ont des réserves de cash qui sont énormes, à ne plus savoir quoi en faire. Mais très rarement, on les entend dans les discussions d'investissements internationaux dans le secteur des mines. Pourtant, ce sont des gens qui sont ouverts à investir et à diversifier leur économie, qui est très dépendante de tout ce qui est le pétrole et le gaz. Effectivement. Effectivement, mais je pense que ça commence à changer. Je parle sous correction, mais je pense que l'Arabie Saoudite, par exemple, réfléchit déjà à sa transition en dehors sa transition par rapport à la sortie de la dépendance du pétrole. Et je pense que l'Arabie Saoudite déjà commence à se préparer à devenir un pays minier. Non seulement localement, exploiter leurs ressources minières aussi, parce qu'ils en ont. Ils ont des ressources qui ne sont probablement pas encore toutes au stade de devenir des réserves, parce qu'il faut des études, il faut confirmer leur valeur économique, les valeurs économiques de ces ressources-là, mais l'Arabie Saoudite se prépare à devenir un pays minier. L'Arabie Saoudite se prépare aussi à investir en dehors de ses frontières dans des différents projets miniers. Est-ce que ça veut dire que c'est des partenaires qu'on peut avoir dans le futur en RDC? Mais absolument. Pour justement diversifier aussi ce pool de partenaires. Absolument. Et créer un équilibre économique qui serait plus intéressant que d'avoir que des Chinois ou des Européens. Je pense que ce serait dans l'avantage. Oui, mais absolument. Ce serait dans l'avantage de la RDC, parce que ça revient encore une fois à la perception du risque. Plus nous sommes en mesure d'avoir et d'investisseurs différents. Et je tiens quand même à mentionner ici que parmi les investisseurs, il peut y avoir des Congolais aussi. Bien sûr. Il faut sortir de ce paradigme où le secteur minier n'appartient qu'aux non-Congolais. Je suis d'accord. Donc, et un Congolais, naturellement, vous et moi, on vit ici, on ne pense pas qu'on va se faire tuer, même si nous savons que nous avons des coins assez... Comme partout dans le monde. Oui, il y a des coins de notre pays, effectivement, où la sécurité est questionnable, reste une priorité. Et nous avons une pensée pour nos frères qui vivent dans ces zones-là. Notre perception du risque Congo est différente de celle de quelqu'un qui vivra en Californie. Totalement. Donc, il n'est que normal que nous puissions avoir une base d'investisseurs divers qui auront une différente perception et qui, à leur niveau, seront en mesure, en ce moment-là, d'investir chez nous, de créer de la richesse. Voilà, et qui dit richesse, dit recettes fiscales, dit développement socio-économique, si bien investi, etc. Donc la création de ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle plutôt de l'effet multiplicateur au sein de l'économie. Tout à fait. Et dans le même ordre d'idées, je vous ai parlé de la Californie un peu plus tôt, maintenant c'est le Moyen-Orient, Wall Street.
Même logique, hein. Même logique. Oui, même logique. Et Wall Street, c'est encore une fois extrêmement diversifié, surtout Wall Street, extrêmement diversifié en termes d'investisseurs. On a des fonds d'investissement, on a des hedge funds qui sont awash with cash. Effectivement, il y a du cash disponible, ce qui justifierait les taux d'intérêt bas qu'on a aujourd'hui, parce que c'est pas comme s'il y a une forte demande pour ce cash. Si la demande, enfin une forte demande, c'est pas comme s'il y a une tension en tout cas par rapport à ce cash, parce que s'il y avait une tension, les taux d'intérêt seraient plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les faibles taux d'intérêt qu'on a dans certaines monnaies, notamment le dollar américain, se justifient par le fait que on ne sait pas où investir cet argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, même à Wall Street, il y a plusieurs types d'investisseurs qui ont une perception différente. Et c'est un peu ça la beauté du système capitaliste, c'est que personne ne leur dira où investir, sauf notamment quand il y a des abus de droits de l'homme, etc., et qu'il y a une forte pression. Mais je veux dire, aujourd'hui, le capital, il est libre d'aller là où il veut aller, dépendant de sa perception du risque et du retour sur l'investissement. Mais ça veut dire aussi que pour nous, Congolais, il y a une opportunité, il y a une fenêtre d'opportunité qui existe. Naturellement. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui tiennent absolument à devenir des fonds verts. Donc, ils se disent, nous voulons investir parce que nos actionnaires nous le demandent, ou en tout cas les détenteurs de titres chez nous demandent d'aller vers des fonds verts, nous demandent d'aller vers des fonds responsables, etc. Donc aujourd'hui, si la RDC se positionne en pays solution, il n'est que normal que nous puissions attirer ou que nous travaillons à attirer ce type de capital-là. Sure. Après, il y a un travail qui doit être fait en amont pour avoir un résultat en aval. Ça, c'est pour tout. Et c'est vrai que quand on entend des missions congolaises qui partent aux États-Unis, c'est souvent Washington, mais c'est très peu Californie, c'est très peu Wall Street, en tout cas de ce que j'ai pu voir ou entendre. Et c'est vrai que c'est de ce côté-là qu'il faut, faire basculer la discussion et basculer les... Oui, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que comme tu l'as si bien dit Arthur, les fonds sont disponibles. Il faut travailler sur la perception du risque. Moi, je me dis, si un pays, je vais donner un exemple, un pays qui n'est pas forcément reconnu comme étant un pays stable sur base des images que nous recevons, qui est Israël, peut attirer autant de capital dans les fintech, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait pour démontrer que le risque sera géré, qu'il y aura un retour sur investissement correct. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Et c'est pour ça que je dis que c'est dommage, parce que je pense effectivement que si on s'y met, si nous décidons de garantir le capital et surtout d'être un moteur de retour sur investissement sur les différents fonds qui existent à travers le monde, on aura un investissement beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important, et que ça aura un impact majeur sur notre PIB, notre taux de développement humain, et naturellement redistribution de richesses et PIB par habitant. Il y a une forte corrélation entre le mining et la tech, vous le mentionnez avec tout ce qui est fintech. On pense souvent que tout ce qui est technologique ou technologie de pointe a un rapport forcément avec ce qui vient de l'extérieur. Oui, oui, c'est vrai. Dans nos perceptions, c'est vrai. Une fois de manière réelle ou supposée. Hein. Oui, et c'est vrai. Oui. Quel est le rôle, étant la terre justement du mining, du cuivre et du cobalt, que les Congolais peuvent jouer en rapport avec créer de la technologie, créer des batteries, créer des usines, créer une industrie ici plutôt que d'attendre d'autres jours. Je pense que c'est notre rôle naturel, mais c'est à nous de le comprendre. Je veux dire, ça peut paraître assez philosophique, mais si les matières premières viennent de chez nous et d'autres pays miniers, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne que nous ne sommes pas le seul pays minier au monde. Hein. Il y a beaucoup de personnes au monde qui
qui ont des idées folles sur notre potentiel minier. Certes, nous sommes un pays minier, mais il y a d'autres pays aussi, tels que le Chili, le Pérou, etc., qui produisent beaucoup plus en cuivre que nous, par exemple. Codelco, pour ne pas les citer. Voilà, exactement, qui sont des vrais pays miniers. Mais je pense que nous sommes un pays minier, et donc il n'est que naturel que nous puissions capter toute la valeur de la chaîne de production. Mais pour ça, il faut repenser notre société. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si aujourd'hui, la fintech, etc., ou tout ce qui, pardon, pas la fintech, mais plutôt, je parlerai plutôt de la technologie pure, est ailleurs, c'est parce qu'il y a eu un effort de société pour que ces pays puissent avoir les compétences nécessaires pour développer ces technologies-là. Bien sûr. Ces pays ne sont pas forcément des pays miniers. Et donc, je me dis aujourd'hui, nous, qui sommes pays miniers, nous pouvons le faire aussi. Mais il faut revoir la manière dont nous percevons le monde. Si nous continuons à accepter que tout ce qu'il y a de meilleur viendra d'ailleurs, ce n'est que normal qu'on se limite qu'à la production. Mais encore une fois, là je parle de l'autre extrême de la chaîne de valeur, qui est la technologie. Il faut repenser l'école, il faut repenser la formation, il faut repenser l'importance du numérique dans la société. Et c'est ça qui nous permettra d'aller vers l'autre extrême de la chaîne de valeur. Alors, quand on va de la production à cet extrême-là, il y a quand même ce qu'on appelle le secteur secondaire de l'économie, qui est le secteur industriel. Donc, certes, on produit aujourd'hui, nous sommes dans le primaire, donc dans les mines, on produit du cuivre, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour capter plus de valeur? Il faut une industrialisation de notre économie. Cette industrialisation, elle passe forcément par une politique énergétique. Et Dieu merci pour la RDC, pays solution, 100 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique, qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes aujourd'hui, la force de notre pays, c'est que nous sommes dans une position où nous pouvons lancer une industrialisation sans forcément polluer tel que la Chine l'a fait. Parce que nous avons d'immenses réserves d'énergie hydroélectrique, d'immenses réserves d'énergie solaire, et donc nous pouvons industrialiser proprement. Encore une fois, il faut vendre ce narratif-là, il faut vendre cette histoire-là, il faut être sérieux dans la manière dont nous traitons tous ces capitaux qui, encore une fois, vont créer de la richesse, de l'effet multiplicateur, de la fiscalité, et pourront adresser les problèmes de justice sociale. Ouais, c'est des économies d'échelle. C'est un ensemble. Et c'est pour ça qu'il est important de repenser la RDC. Il faut la repenser. Il faut sortir des paradigmes traditionnels. Il faut repenser la RDC. Il faut d'abord qu'on puisse y croire. Il faut croire qu'on peut devenir un pays pas en voie de développement. Moi, j'aime pas trop ces expressions parce que ça limite nos ambitions et donc ça limite notre capacité à réfléchir plus loin. Quand on dit pays en voie de développement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre comme d'autres personnes? Être développé. Et être développé, ça voudrait dire à notre manière, avec nos valeurs, nos valeurs, mais s'assurer que nous éliminons la misère, nous éliminons la faim, nous éliminons tous ces faits néfastes de société qui font que la qualité de la vie dans notre pays n'est pas au niveau où elle devrait être. Donc, il faut repenser la RDC. Il y a des expressions Chine de l'Afrique. Encore une fois, j'aime pas trop ça. Moi, je dis tout simplement l'usine du monde, une source intellectuelle mondiale, source de ressources. Donc, on passe du primaire au tertiaire. On offre tout parce que nous en avons les possibilités. Mais pour ça, il faut se dire, faut pas se dire que c'est un rêve. Il faut se dire que c'est faisable et surtout se dire que nous avons les atouts nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Tout à fait. Ouais. Pour revenir sur votre parcours, on a parlé de votre passé, de votre présent. Comment est-ce que vous vous voyez en termes de valeur ajoutée à la société congolaise et à l'industrie minière sur les 5-10 prochaines années? Oui. Sur le plan personnel, je pense que j'espère continuer à apporter ma petite pierre au développement du secteur minier et
de mon pays, du continent dans l'ensemble, à travers ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis un minier, même si je suis financier à la base. Je voudrais continuer à pousser les nôtres vers l'excellence. Je veux continuer à m'assurer que partout où je passe, on ne puisse pas dire que voilà un Congolais ou quelques Congolais qui font bien leur travail, des sites congolais qui sont bien gérés. Pour moi, l'objectif, c'est de s'assurer que partout où je passerai, je puisse avoir un impact positif et surtout que nous soyons, la qualité du travail que nous fournissons fasse partie de la meilleure qualité au niveau mondial, en tout cas. Bien sûr. Là, c'est un objectif personnel. En ce qui me concerne, je dirais plutôt un objectif professionnel. En ce qui me concerne, moi, j'aimerais continuer à transmettre mon savoir. J'aimerais continuer à partager, surtout avec les jeunes. Cette génération connectée, elle a besoin d'être canalisée. Il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il faudrait que ce potentiel, ce génie congolais soit capté, que ces compétences soient canalisées pour bâtir un grand Congo, une grande Afrique. C'est mon objectif personnel. Et est-ce que ça veut dire que chacun a son rôle à jouer ou est-ce que c'est des initiatives privées? Je pense que nous avons tous un rôle à jouer, mais tous. Parce que c'est vrai qu'en ce qui concerne le secteur minier, ça c'est une petite parenthèse, en tout cas vu de l'extérieur, c'est souvent vu comme un secteur déjà qui c'est très difficile de pénétrer. Et ensuite, c'est un peu un monde de cow-boy et il est très difficile d'avoir, pour un jeune, des ambitions minières, soit en RDC ou au-delà. Non, je ne suis pas. Il est important de démystifier ce secteur aussi. On en parle beaucoup, mais absolument, il faut totalement le démystifier. Et ça fait partie de la manière dont nous repensons le Congo. Il faut démystifier ce secteur. Pourquoi ? Parce que certes, c'est un secteur extrêmement important pour l'humanité, un secteur extrêmement important actuellement pour notre pays, mais... Il a toujours été, si on regarde les 100-150 dernières années, les révolutions industrielles, l'automobile, le nucléaire, et maintenant ça. Le Congo a souvent été au cœur de ces révolutions industrielles mondiales. C'est vrai, mais bon, nous n'avons pas non plus le PIB le plus élevé du monde. Donc, clairement. Ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, dire stop et se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal, où est-ce qu'on pourrait améliorer, pas un peu améliorer, mais sérieusement améliorer pour améliorer les conditions de vie des nôtres. Et certes, ce secteur est mystifié, mais par certains. En ce qui me concerne, je pense sincèrement qu'il faut le démystifier, en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien... Il n'y a rien de spécial à ce secteur. On extrait des minerais. Certes, ça demande une connaissance particulière. On extrait des minerais, on emmène à travers un investissement, on les traite et on exporte. J'aimerais que ce secteur soit ouvert à tout le monde. En tout cas, c'est mon ambition, c'est qu'il soit ouvert à tout le monde à travers toute la chaîne de valeur. Parce que je sous-entends sur base de ce que tu dis que voilà, il y a une espèce de lobby qui contrôle tout ça, surtout chez nous en RDC. Mais encore une fois, c'est réservé à certaines personnes et pas d'autres. Voilà. Et si nous repensons notre pays, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire déjà plus de détenteurs de permis d'exploitation congolais. Donc plus d'opérateurs économiques, plus d'opérateurs miniers congolais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est plus de Congolais à travers la chaîne de valeur. Je pense qu'on aura toujours besoin d'expertise mondiale. Tout à fait. Les pays les plus développés du monde continuent à recevoir des immigrants, des expatriés pour apporter une expertise additionnelle. Les États-Unis en tête de liste. Voilà. Donc aujourd'hui,
on ne peut pas se dire que dans 20-30 ans, il n'y aura que des Congolais dans le secteur minier. Ça peut être une ambition, mais concrètement parlant, on devra, à mon humble avis, toujours s'assurer qu'on puisse prendre les meilleurs. Maintenant, ce qui concerne le pays, je pense que le pays peut avoir l'ambition, en tout cas, de fournir la grande majorité des cadres dans le secteur minier. Et ça passe par l'école, ça passe par la formation, ça passe par l'investissement dans les nouvelles technologies, repenser le rôle du numérique, comme j'ai dit. Donc, tout ça est un tout. Et je pense que tout ça nous permettra non seulement de démystifier ce secteur, de le grandir de manière équitable et de s'assurer qu'il puisse avoir un impact sur une chaîne de valeur très claire à long terme. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, on est un pays minier, mais on a très peu d'écoles des mines, très peu d'académies des mines. Et donc peut-être que c'est un axe sur lequel il va falloir creuser. C'est dommage. Et développer. Parce qu'il devrait y en avoir un dans toutes les provinces, presque dans toutes les zones du pays, en tout cas stratégiques. Effectivement. Mais encore une fois, oui, des écoles de mines, des académies de mines, oui. Mais captons la valeur à travers, comme je dis, la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudrait plus d'écoles techniques. Il faudrait plus d'écoles de technologie. Bien sûr. Pour produire les futurs agents de la future économie. D'accord, tout à fait. On va conclure. L'émission s'appelle The Right Advice, le bon conseil. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux entrepreneurs, aux jeunes aspirants? Moi, je me suis toujours inspiré des gens qui faisaient des grandes choses, et pas seulement dans le domaine minier ou financier, mais même dans le sport, dans le tennis, même si je ne fais pas de tennis. Bon, après, je suis un fan de foot, donc forcément, je regarde d'abord vers le foot. Mais quand je vois des gens comme Federer, comme les sœurs Williams, c'est l'excellence dans leur domaine. Ouais. Et c'est des gens qui ne peuvent que susciter l'inspiration à travers un individu, même s'il n'est pas intéressé à la thématique en question. Ouais. Et vous êtes aussi une source d'inspiration de par votre parcours. Merci. Clairement. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez donner comme tips, comme on dit Les tips sont très simples. Dans un monde qui est compliqué, où les choses changent à une vitesse folle, beaucoup plus folle qu'à l'époque de nos parents d'ailleurs. Oui, effectivement. Voilà. Et donc voilà, c'est toujours important de savoir s'adapter à l'environnement dans lequel on est ou on va être. Ouais. Les tips sont très simples. Savoir ce qu'on veut, savoir comment y arriver, la détermination, l'excellence, le travail permanent et surtout l'intégrité. L'intégrité. Ouais, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes là à chercher des copes, au lieu de chercher à bâtir, comme on dit en anglais, you live by the cop, you die by the cop. Bien sûr. Donc, il faut, comme je le dis, savoir ce qu'on veut, comment y arriver, être constant, travailler dur. Travailler dur, être intègre. Pour moi, c'est les seuls conseils que je pourrais donner à la jeunesse. On parle beaucoup de réseau. Aux États-Unis, on dit it's not what you know, it's who you know. Oui. Je suis à moitié d'accord avec ça parce que dans des secteurs comme le secteur minier, tu as besoin d'avoir une expertise qui est avérée. Effectivement. Mais l'importance de connaître de nouvelles personnes, de discuter avec. C'est vrai. Mais là, c'est vrai que c'est extrêmement important par rapport à votre carrière. Mais j'aimerais que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent penser au gamin de 19 ans qui a envoyé un fax pour demander une bourse. Bien sûr. Il n'avait pas de réseau. Tout à fait. Mais il était déterminé, il savait ce qu'il voulait. C'était pareil pour moi d'ailleurs aux États-Unis. Voilà, exactement. Ça m'a permis d'avoir mon bachelor en computer science et en informatique. Voilà. Donc le réseau est important. Il ne faut pas se mentir. Il faut se créer un réseau. Et si c'est un réseau basé sur l'excellence, si vous êtes reconnu dans ce réseau parce que vous êtes excellent, parce que vous êtes une personne d'intégrité, voilà. Bien sûr. Ce n'est que normal que cela puisse porter ses fruits. Tout à fait. Mais je pense que la clé, c'est la détermination et le travail et l'intégrité. D'accord. Ouais. Écoutez, merci d'être venu nous rendre visite, Monsieur Ilunga. C'est un plaisir, Arthur. On vous souhaite plein de bonnes choses pour votre carrière professionnelle et surtout pour la valeur que vous allez vous ajouter déjà au Congo.
et que vous allez ajouter dans le futur. Merci et je vous souhaite plein de succès par rapport à cette émission. C'est une plateforme formidable. Merci. J'espère que vous aurez énormément d'auditeurs. Ça permettra de changer. J'espère que ça permettra de changer le paradigme et que ça fera de nous une grande nation un jour. Absolument. Merci. Voilà, nous allons conclure The Right Advice Podcast, la première édition. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre invité de classe mondiale, comme M. Elonga. Merci beaucoup. Au revoir.